Il existe en France un aveu que peu de responsables politiques osent formuler publiquement, mais que les syndicats de police expriment régulièrement avec une franchise que les discours officiels contredisent rarement dans les faits. Avant chaque intervention dans les zones sensibles, le contre-appel pour vérifier qu'on ne tombe pas dans un guet-apens est devenu systématique. Dans certains cas, on attend même un deuxième, voire un troisième signalement pour envoyer une équipe. Ces mots, prononcés par des responsables syndicaux de la police nationale, décrivent une réalité opérationnelle concrète. La police peut mettre les pieds partout, mais pas toujours de la même façon. Et dans certains territoires de français, cette façon différente d'intervenir dit tout de la nature du rapport de force qui s'est installé entre les forces de l'ordre et des réseaux criminels qui ont transformé des quartiers entiers en territoires dont le contrôle leur appartient. Les quartiers de reconquête républicaine, les QRR, concentrent 10% des violences physiques enregistrées pour seulement 5% de la population, selon le service statistique ministériel de la sécurité intérieure. Le double du taux national de violence physique pour une proportion de la population 2 fois moins importante. Ces chiffres officiels du SSMSI disent objectivement que la violence dans ces territoires n'est pas une impression ou une perception. C'est une réalité statistiquement documentée qui se traduit concrètement dans les conditions d'intervention des forces de l'ordre. La loi du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic est la reconnaissance législative officielle de l'ampleur du problème, une loi dont la mise en œuvre s'échelonnera jusqu'en 2029 et dont l'existence même dit que les outils juridiques antérieurs n'étaient pas suffisants pour faire face à un narco-banditisme qui a structuré des territoires entiers selon ses propres règles. Dans cette vidéo, nous allons nommer les 10 villes françaises dont les données officielles et les témoignages des forces de l'ordre dessinent le portrait le plus préoccupant de territoire où la présence de l'État est la plus contestée. Abonnez-vous maintenant à cette chaîne, chaque semaine des analyses précises et documentées sur les réalités sécuritaires françaises que peu de médias osent présenter aussi clairement. En 10e position, une ville de l'Essonne dont le nom est devenu synonyme d'un tournant dans l'histoire des violences contre les forces de l'ordre en France, et dont les quartiers les plus sensibles concentrent une hostilité aux interventions policières documentées depuis plusieurs décennies. C'est Viry-Châtillon. Viry-Châtillon est une ville dont le nom est associé dans la mémoire collective des forces de l'ordre à un événement qui a marqué un seuil dans l'histoire de la violence antipolicière en France. En 2016, 4 policiers ont été pris pour cible aux abords de la Grande Borne, cité sensible de Viry-Châtillon, par un groupe d'une quinzaine d'individus qui ont jeté des cocktails Molotov dans 2 voitures de police sérigraphiées avant de bloquer les portières pour piéger les agents à l'intérieur. L'un d'eux, un jeune adjoint de sécurité de 28 ans, a été entre la vie et la mort pendant plusieurs jours. Cette agression n'a pas créé les difficultés de Viry-Châtillon, elle les a révélées au grand public avec une brutalité que les discours sur l'absence de zone de non-droit ne pouvaient plus effacer. La Grande Borne, cité conçue dans les années 1970 par l'architecte Émile Aillot comme un modèle d'urbanisme social, est devenue l'un des exemples les plus cités des difficultés d'intervention policière dans certaines zones périurbaines françaises. Une configuration architecturale avec des circulations intérieures qui permettent à des groupes de repérer les arrivées des forces de l'ordre bien avant que celles-ci ne pénètrent dans la cité, créant un déséquilibre informationnel qui complique structurellement les interventions. Le contre-appel systématique avant d'intervenir, l'attente d'un deuxième signalement, ces précautions opérationnelles que les syndicats de police décrivent publiquement reflètent une réalité vécue quotidiennement par les policiers affectés dans ce secteur. Les trafics de stupéfiants dans la Grande Borne et les quartiers sensibles de Viry-Châtillon alimentent une économie souterraine dont les acteurs défendent leur territoire avec une détermination et des moyens qui n'ont pas d'équivalent dans les zones où le commerce légal domine. Une réalité documentée par les procédures judiciaires, les rapports des services de renseignement et les témoignages des habitants ordinaires qui vivent à proximité de ces points de deal sans avoir les moyens ni de les quitter ni de les faire disparaître. En 9e position, une ville de Seine-Maritime dont certains quartiers ont développé une hostilité aux interventions policières qui a nécessité des dispositifs opérationnels spécifiques. Dans une ville dont le taux de criminalité est parmi les plus préoccupants des villes normandes. C'est Rouen. Rouen figure dans ce classement pour une raison précise et documentée. Ces quartiers les plus sensibles font partie des territoires normands où les interventions policières sont les plus difficiles à conduire dans des conditions de sécurité normale. Le taux d'agression physique à Rouen est 128% supérieur à la moyenne nationale, selon les données officielles du ministère de l'Intérieur. Un chiffre qui dit que le risque de violence physique dans cette ville est 2,5 fois supérieur à la moyenne nationale et qui se traduit concrètement dans les conditions de travail des policiers qui y exercent quotidiennement.
Les violences contre les forces de l'ordre à Rouen sont documentées et récurrentes, des interventions qui se terminent en affrontements dans certains secteurs de la ville, des équipes qui doivent systématiquement renforcer leurs effectifs avant d'intervenir dans certains quartiers, et une pression permanente sur des agents dont les conditions d'exercice de leur mission n'ont rien à voir avec ce que les citoyens imaginent quand ils pensent à la police nationale dans une ville de taille moyenne. La montée des tensions entre bandes rivales à Rouen est documentée depuis plusieurs années, une réalité que les forces de l'ordre locales ont régulièrement signalée sans toujours obtenir les renforts et les moyens nécessaires pour y répondre structurellement. Des quartiers dont les acteurs des trafics ont progressivement consolidé leur contrôle territorial, rendant chaque intervention policière plus complexe que la précédente dans un environnement dont les règles obéissent à une logique différente de celle du droit commun. En 8e position, une ville du Languedoc, dont certains quartiers concentrent une hostilité aux forces de l'ordre d'une intensité documentée, et dont la pauvreté massive et les trafics de stupéfiants ont créé des espaces urbains dont le contrôle est contesté quotidiennement. C'est Perpignan. Perpignan est une ville dont les quartiers les plus défavorisés, avec des taux de pauvreté qui dépassent les 70% dans certaines zones, ont développé des dynamiques de territoire dans lesquelles la présence policière est systématiquement contrariée. Les trafics de stupéfiants dans les quartiers Saint-Jacques et Bas-Vernay créent des économies souterraines dont les acteurs ont tout intérêt à maintenir les forces de l'ordre à distance, et dont les moyens pour y parvenir sont documentés par les interventions policières qui se terminent régulièrement par des affrontements. Les campagnes municipales 2026 à Paris ont vu des candidates promettre de reconquérir les zones de non-droit avec des interpellations massives. Et le fait que cette promesse soit jugée crédible électoralement dit quelque chose d'important sur la réalité perçue par les Français de l'existence de ces zones sur leur territoire. À Perpignan, cette réalité n'est pas perçue, elle est vécue, documentée, décrite dans les rapports des services de renseignement et confirmée par les témoignages des forces de l'ordre qui interviennent dans ces quartiers. L'usage ou le trafic de stupéfiants est plus souvent commis dans les quartiers de reconquête républicaine que dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville selon les données officielles du ministère de l'Intérieur publiées en 2026. Cette distinction entre QPV et QRR dit quelque chose d'essentiel sur la nature des territoires les plus difficiles pour les forces de l'ordre. Ce ne sont pas nécessairement les quartiers les plus pauvres qui posent les plus grands défis sécuritaires, ce sont ceux dont les réseaux criminels ont suffisamment structuré le territoire pour en contester le contrôle aux forces légales. En 7e position, une ville du Nord dont les quartiers les plus sensibles ont été médiatisés à l'échelle nationale pour la présence de rigorisme documenté, et dont les difficultés d'intervention policière dans certaines zones sont confirmées par des reports documentaires et des commissions parlementaires. C'est Roubaix. Roubaix a été cité dans la commission d'enquête sénatoriale sur la radicalisation islamiste parmi les villes, dont certains quartiers ont développé des dynamiques de résistance à la présence de l'État qui dépassent le seul trafic de stupéfiants. Le reportage Zone interdite, diffusé sur M6 le 23 janvier 2022, a montré la diffusion de choses rigoristes dans certaines zones de la ville, une réalité que les autorités locales et nationales ont dû reconnaître publiquement après la diffusion du reportage. Et dans ces zones dont l'identité religieuse s'est progressivement substituée à l'identité républicaine, la présence policière est d'autant plus contestée qu'elle est vécue comme une intrusion dans un territoire dont les règles de fonctionnement obéissent à un ordre différent. On peut définir une géographie des zones de non-droit en France, et Roubaix y figure en bonne place sur l'axe qui relie Roubaix à Paris, Lyon et Marseille, selon les analyses disponibles sur ce sujet. Cette géographie dit quelque chose d'important sur la nature systémique du phénomène. Ce ne sont pas des incidents isolés ou ponctuels, ce sont des territoires dont la configuration économique, sociale et parfois idéologique crée des conditions structurelles de résistance à la présence de l'État. Les trafics de stupéfiants à Roubaix alimentent une économie souterraine dont les revenus sont suffisamment importants pour financer une résistance organisée aux interventions policières. Des guetteurs postés aux entrées des cités, des systèmes d'alerte qui permettent aux acteurs des trafics d'être informés de l'arrivée des forces de l'ordre, bien avant leur entrée dans le quartier, une organisation opérationnelle qui dit le niveau de sophistication atteint par ces réseaux dans les quartiers roubaisiens les plus sensibles. En 6e position, une ville du Rhône dont les quartiers de Vénissieux et de Villeurbanne sont parmi les points les plus sensibles de la métropole, et dont les difficultés d'intervention policière dans certains secteurs sont documentées par les données officielles et les témoignages des forces de l'ordre, c'est Lyon. On arrive à la moitié de ce classement. Si cette vidéo vous apporte des informations sur des réalités sécuritaires que les discours officiels n'osent pas nommer aussi clairement, c'est le moment de vous abonner à cette chaîne. Un abonnement et un like permettent à cette chaîne de continuer. Abonnez-vous maintenant.
Lyon figure dans la géographie des zones de non-droit qui courent de Roubaix à Marseille selon les analyses disponibles, une ville dont l'indice d'exposition à la délinquance est de 1247,3, représentant un niveau de risque 141% supérieur à la moyenne nationale. Et dans certains quartiers de la métropole lyonnaise, Vénissieux, certains secteurs de Villeurbanne, les Minguettes, les difficultés d'intervention policière sont documentées par les incidents régulièrement signalés dans les médias locaux et par les données opérationnelles des forces de l'ordre. La guerre des points de deal dans la métropole lyonnaise est une réalité que les autorités reconnaissent. Des affrontements entre bandes rivales dont les victimes ne sont pas toujours les seuls acteurs des réseaux criminels, mais aussi des habitants ordinaires qui se retrouvent au mauvais endroit au mauvais moment. Ces violences créent une pression sur les forces de l'ordre qui doivent intervenir dans des environnements dont les acteurs sont armés, organisés et déterminés à défendre leurs territoires économiques. La loi du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic a donné aux préfets des pouvoirs élargis pour intervenir localement, un signal que les outils juridiques ordinaires ne suffisaient plus pour faire face à des organisations dont la puissance financière et la structuration territoriale avaient atteint un niveau que le droit commun ne permettait plus d'adresser efficacement. En 5e position, une ville dont la géographie des zones de non-droit place certains quartiers parmi les plus difficiles d'accès pour les forces de l'ordre dans toute la région PACA et dont les trafics de stupéfiants ont produit des économies souterraines d'une puissance qui n'a pas d'équivalent dans les villes de cette taille. C'est Toulon. Toulon est une ville dont certains quartiers ont développé des dynamiques criminelles particulièrement préoccupantes, des zones dont les trafics de stupéfiants ont progressivement structuré le territoire et dont la résistance aux interventions policières est documentée par les incidents régulièrement signalés. La géographie des zones à fort taux de criminalité dans la région PACA inclut des secteurs toulonnais dont les habitants ordinaires connaissent les noms et savent quelles précautions prendre pour les éviter. Les données du ministère de l'Intérieur confirment que les trafics de stupéfiants sont plus fréquents dans les quartiers de reconquête républicaine. Et Toulon possède plusieurs de ces quartiers dont la désignation en QRR dit officiellement que leur situation sécuritaire justifie une attention et des moyens policiers supplémentaires. Cette désignation est une reconnaissance implicite que les dispositifs ordinaires de maintien de l'ordre n'ont pas suffi à maintenir la présence de l'État dans ces zones à un niveau qui corresponde à ce que la République devrait garantir à tous ses citoyens. Les policiers affectés dans les secteurs les plus sensibles de Toulon décrivent des conditions d'intervention qui nécessitent systématiquement des précautions que leurs collègues dans des zones moins exposées n'ont pas à prendre. Le contre-appel systématique, le renforcement des équipes avant d'intervenir dans certains secteurs, la surveillance des mouvements sur les points de deal, autant de routines opérationnelles qui disent la réalité d'une présence policière qui s'adapte à un environnement dont les acteurs criminels ont appris à exploiter les contraintes. En 4e position, une ville de Haute-Garonne dont certains quartiers périphériques, le Mirail, Rennery, Bellefontaine, sont parmi les zones les plus sensibles du sud-ouest de la France, et dont les trafics de stupéfiants ont créé des économies souterraines dont la défense territoriale est documentée par de nombreux incidents. C'est Toulouse. Toulouse figure dans la géographie des zones de non-droit en France, sur l'axe qui relie les grandes villes françaises les plus touchées par ce phénomène, et dans les quartiers du Mirail, de Rennery et de Bellefontaine, les difficultés d'intervention policière sont parmi les plus anciennement documentées de la métropole. Ces quartiers, conçus dans les années 1970 comme des modèles d'urbanisme social, sont devenus au fil des décennies des espaces dans lesquels les réseaux criminels ont progressivement établi un contrôle territorial dont la résistance aux forces de l'ordre est structurelle. Dans les cités, les enfants apprennent dès l'âge de raison à vivre avec la drogue. Une description qui dit quelque chose d'essentiel sur la profondeur de l'ancrage de l'économie du trafic dans certains territoires français. À Toulouse, dans les quartiers les plus sensibles, cette réalité est celle de générations d'habitants qui ont grandi dans des environnements où les règles de l'économie souterraine s'imposent avant celles du droit commun, où les acteurs des réseaux criminels sont les figures d'autorité visibles et les forces de l'ordre sont les intrus dont on signale l'arrivée. Le taux de criminalité toulousain, avec un indice d'exposition de 1208,9, place la ville parmi les plus exposées de France. Et dans les quartiers les plus sensibles, cet indice est décuplé par une concentration de trafic et de violence qui crée des conditions d'intervention exceptionnellement difficiles pour des forces de l'ordre dont les effectifs restent insuffisants relativement à l'ampleur des besoins. En 3e position, une ville de Seine-Saint-Denis dont la commission d'enquête sénatoriale a qualifié certains quartiers de zones de non-droit que l'État doit réinvestir, et dont les difficultés d'intervention policière sont parmi les plus documentées et les plus anciennement reconnues de tout le territoire national. C'est Saint-Denis. La commission d'enquête sénatoriale sur la radicalisation a qualifié certains quartiers de Saint-Denis de zones de non-droit
que l'État doit réinvestir. Une formulation officielle, parlementaire, qui dit avec une clarté institutionnelle que des parties de cette commune française échappent effectivement au contrôle républicain ordinaire. Cette qualification ne vient pas d'un commentateur alarmiste ou d'un syndicat policier. Elle vient du Sénat de la République française lui-même. Saint-Denis cumule 16,2 crimes et délits pour 1 000 habitants selon les données officielles. L'un des taux les plus élevés de France pour une ville de cette taille. Et dans les quartiers les plus sensibles, le Franc-Moisin, les abords de la gare RER, les difficultés d'intervention policière sont documentées par des décennies d'incidents, de rapports opérationnels et de témoignages des agents qui y travaillent quotidiennement. Le contre-appel systématique, l'attente d'un deuxième signalement, le renforcement des équipes, toutes ces précautions que les syndicats policiers décrivent sont des réalités quotidiennes dans les secteurs les plus sensibles de Saint-Denis. Les rixes entre groupes de jeunes font l'objet d'une prise en compte prioritaire par les services de l'État en Seine-Saint-Denis, avec des boucles d'information Stop Rix mises en place entre la police, l'éducation nationale, les communes et la préfecture. L'existence même de ce dispositif dit l'ampleur du phénomène. Des rixes qui nécessitent un système de coordination interinstitutionnelle permanent ne sont pas des incidents marginaux. Elles sont une réalité structurelle dont la gestion mobilise des ressources considérables et dont les habitants ordinaires paient le prix dans leur sécurité quotidienne. En deuxième position, une ville dont la géographie sécuritaire présente l'une des concentrations les plus documentées de territoires difficiles d'accès pour les forces de l'ordre, dans une métropole de province dont les quartiers nord ont développé des économies souterraines d'une puissance et d'une organisation sans équivalent dans les villes françaises de cette taille. C'est Grenoble. Grenoble figure dans la géographie des zones à fort taux de criminalité sur l'axe Strasbourg-Grenoble-Nice selon les analyses disponibles, et ces quartiers les plus sensibles sont parmi les points les plus difficiles d'accès pour les forces de l'ordre dans toute la région Auvergne-Rhône-Alpes. Le taux de criminalité de Grenoble est de 93,9 crimes pour 1000 000 habitants. Deuxième taux le plus élevé de France. Et dans les quartiers les plus exposés, cette concentration de délits et de violences crée des conditions d'intervention dont les policiers eux-mêmes décrivent de la difficulté. La guerre des points de deal continue de faire rage à Grenoble, la violence quotidienne est presque devenue banale. Face à cette situation, la police municipale, non armée, n'a que peu de poids. Ce constat, formulé par des observateurs de la situation sécuritaire grenobloise, dit tout du déséquilibre entre les moyens disponibles et les défis à relever dans une ville dont la politique de sécurité a fait des choix que les données criminelles de 2026 condamnent statistiquement. Des policiers municipaux non armés face à des réseaux criminels dont les membres sont armés, une inadéquation documentée entre les outils disponibles et la réalité opérationnelle du terrain. Grenoble a bondi de la 7e à la 2e position nationale pour le taux de criminalité en un an. Une dégradation spectaculaire qui dit l'accélération d'une situation sécuritaire dont les forces de l'ordre grenobloises ont signalé les signaux précurseurs sans obtenir les réponses nécessaires. Une ville dont les habitants ordinaires paient le prix d'une politique de sécurité dont les effets documentés sont exactement inverses de ses intentions affichées. Et en première position, la ville française dont les quartiers les plus sensibles concentrent les conditions les plus extrêmes de résistance à la présence policière, une métropole dont les quartiers nord abritent des réseaux criminels d'une organisation et d'une puissance financière qui n'ont pas d'équivalent dans aucune autre ville française. C'est Marseille. Marseille est en première position de ce classement, et cette position est justifiée par des données et des réalités opérationnelles que les forces de l'ordre elles-mêmes décrivent régulièrement dans leurs témoignages. Plusieurs médias internationaux décrivent les quartiers nord de Marseille, les 3e au 15e arrondissement, comme des cités tenues par les narcotrafiquants où les interventions de police se font avec des unités spécialisées. Cette description, tirée non pas d'un pamphlet politique mais de médias internationaux de référence, dit avec une précision documentaire que les conditions d'intervention dans les quartiers nord de Marseille n'ont rien à voir avec celles d'une ville ordinaire. Le trafic de stupéfiants dans les Bouches-du-Rhône a connu une hausse de 27% par rapport à l'année précédente selon les données disponibles. Un marché souterrain dont la puissance financière est telle qu'il peut financer une organisation défensive qui dépasse en sophistication et en moyens ce que les effectifs policiers locaux peuvent contrer sans renfort spécialisé. Des guetteurs postés aux entrées des cités, des systèmes de communication cryptés, des armements dont la qualité et la quantité ont régulièrement surpris les forces de l'ordre lors des opérations de démantèlement. Une réalité qui dit que dans les quartiers nord de Marseille, les forces criminelles ne sont pas de simples délinquants opportunistes, mais des organisations structurées dont la résistance à l'État est méthodique. Port-de-Bouc, base arrière de Marseille, affiche une hausse de 244% du trafic de stupéfiants depuis 2017 selon les données disponibles.
Ce chiffre, multiplié par presque 2,5 fois en moins de 10 ans, dit l'expansion du narco-banditisme marseillais au-delà des seuls quartiers nord, sa diffusion dans une périphérie de plus en plus étendue dont les forces de l'ordre ne peuvent plus suivre l'extension avec les mêmes effectifs et les mêmes méthodes. Marseille est en première position de ce classement, pas parce que ses policiers manquent de courage, mais parce que les conditions dans lesquelles ils interviennent dans certains quartiers n'ont pas d'équivalent en France et méritent une réponse publique à la hauteur de leur gravité documentée. Ces 10 villes nous disent quelque chose d'essentiel que la France de 2026 doit entendre. Que la loi du 13 juin 2025, visant à sortir la France du piège du narcotrafic, avec sa mise en œuvre qui s'échelonnera jusqu'en 2029, dit elle-même que les outils ordinaires ne suffisent plus. Que le contre-appel systématique avant d'intervenir dans certains quartiers, l'attente de plusieurs signalements pour envoyer une équipe, ces précautions opérationnelles décrites par les syndicats policiers sont le signe d'une réalité que les discours officiels sur l'absence de zones de non-droit ne peuvent plus effacer. Les premières victimes des territoires dont les réseaux criminels ont établi un contrôle concurrent à celui de l'État ne sont pas les policiers. Ce sont les habitants ordinaires de ces quartiers qui subissent une violence quotidienne dont ils ne peuvent pas partir et pour laquelle ils attendent depuis trop longtemps une réponse publique à la hauteur de leur situation. Si cette vidéo vous a apporté des informations documentées sur des réalités que vous viviez ou que vous cherchiez à comprendre, likez-la, partagez-la, abonnez-vous à cette chaîne. Et dites-nous en commentaire, vous connaissez l'un de ces quartiers ? Vous y vivez ou y avez vécu ? Partagez votre expérience.